محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. Eh bien, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Demain, votre magazine sur le développement durable. Et aujourd'hui, nous parlons d'agriculture bio, avec notre spécialiste qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il est spécialiste en agriculture biologique, il va nous parler de la capacité de l'Égypte physique et environnementale de produire du bio. L'Égypte peut-elle s'autosuffire en termes d'agriculture, et c'est ce qu'on va voir ensemble, et même d'exporter, pourquoi pas, même si elle le fait déjà. Et on va faire avec lui un état des lieux. Je vous retrouve tout de suite. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي. Comme je vous l'ai indiqué, Dr Ashraf Arnaouti, il est spécialiste en agriculture biologique. Avec lui, donc notre invité, nous allons voir quels sont les plans agraires actuels donc du gouvernement égyptien. L'Égypte peut-elle suffire à cette augmentation de consommation de la part de son peuple, et quel est l'avenir de l'agriculture bio ici en Égypte, que ce soit pour l'importation nationale ou pour l'exportation. Dr Ashraf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, si on parle de la politique agraire égyptienne moderne, enfin, à partir de quand on peut la dater et sur quelle base elle se bâtit? Oui, actuellement, ça veut dire il y a pas mal de progrès pour l'agriculteur et les ministres d'agriculture, ça veut dire la politique des ministres d'agriculture, Oui. pour obliger quelquefois l'agriculteur pour utiliser les agriculteurs organiques pour éliminer ou limiter les insecticides à cause de tous les dégâts des insecticides, et en plus pour aussi l'exportation, parce que ça porte beaucoup d'argent quand même. D'accord. Alors, docteur Ashraf, bon, ça évidemment c'est la finalité de la politique agraire égyptienne, mais ce que je voulais savoir tout d'abord, avant peut-être d'enchaîner sur le reste, c'est de savoir sur quelle base se situe la politique agricole égyptienne moderne. Comment le ministère de l'Agriculture met-il en place des politiques pour subvenir aux besoins et aux demandes de son peuple? Oui, ça veut dire là, on a deux plans importants pour le ministère de l'Agriculture. D'accord. Les plans pour élargir les surfaces agricoles en Égypte, ok. Avec les minimum d'eau, de consommation d'eau. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça, ça veut dire, c'est le grand projet là, 1,5 million fidèles par le ministère de l'Agriculture et les politiques d'ici actuellement. Et aussi, ça c'est une chose en plus pour, ça veut dire retrouver des races, des cultures, par exemple comme les tomates, comme les céréales, tout ça. C'est des espèces importantes pour faire le maximum
des productions sur la même surface. Alors pourtant l'Égypte importe beaucoup de denrées comme le céréal, les importe principalement de Russie ou des États-Unis. Oui. Est-ce que le sol égyptien n'est pas capable de subvenir à toute la demande du peuple égyptien? Non. On a assez des sols pour faire les cultures. Le problème, franchement, c'est des cultures. C'est des cultures dans le peuple égyptien. Ça veut dire, nous, comme par exemple les cultures des céréales comme le blé, par exemple, ok, nous, on perd à peu près entre 30 et 40% du blé entre les stockages et les consommations, les consommations et tout ça. Et comment à quoi est due cette perte? À quoi elle est due plutôt cette perte? C'est des cultures, les gens, habitudes, quelquefois, ça veut dire pour stocker, stocker n'importe quoi, il faut pas d'attention, il y a plein des insectes, il y a plein de rats, par exemple, ils mangent les céréales, ils mangent le blé, tout ça. En plus, après, finalement, quand il y a, par exemple, le pain, par exemple, le pain dans le four, des trucs comme ça, les gens, ils achètent tout ce qu'ils ont besoin, ils achètent plein de pain, parce que quelquefois, ils utilisent le pain pour nourrir les animaux dans les fermes, tout ça. Pour eux, c'est moins cher. Par rapport s'ils achètent des nourritures pour les animaux. Donc, ils achètent du pain et tout le reste de pain, par exemple le pain sec, ils le donnent pour les animaux. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي. Et si on parlait tout de suite, Dr Ashraf, de la politique agricole égyptienne, à quel pourcentage l'État subventionne les produits agricoles et sur quelle base l'État aide les agriculteurs égyptiens? Ça veut dire, franchement, l'État, avec quelques cultures stratégiques comme le coton, comme le céréal, comme le riz, pas le riz, excusez-moi. Il y a quelques cultures stratégiques, on dit des cultures stratégiques, l'État aider l'agriculteur. Par contre, d'autres cultures comme tout ce qui est légumes, des trucs comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'aide à part quelques recommandations, quelques conseils, quelques, je sais pas, donne des... Ça veut dire, Dr Ashraf, que par exemple, pour ceux qui cultivent ce que vous dites, les cultures stratégiques, comme le riz, le coton et les céréales, ceux-là, ils sont subventionnés par l'État. Et les autres, ils se débrouillent un petit peu comme ils peuvent. Voilà, exactement. Ça veut dire, nous, on travaille, par exemple, les luttes biologiques dans plein de fermes. Sur la route d'Alexandrie, la route des déserts d'Alexandrie. Donc eux, ils ont bien compris. Ça veut dire là, moi je vais les voir et après je les conseille moi-même, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je pense les ministres de l'Agriculture, tout ça, peut-être sont quand même courants avec les productions de cette ferme, qu'est-ce qui se passe, tout ça, mais ils l'aident pas beaucoup parce que c'est des fermes privées. Donc
les goals de cette ferme ou l'objectif final de cette ferme. Et ça veut dire maximum de production et maximum d'exportation parce que c'est tout ce que ça porte pour eux, l'argent. Ouais, mais alors là, dans ce cas-là, c'est pas très optimiste parce que moi, je suis agriculteur, je cultive des tomates, par exemple. J'achète des denrées. Alors, je ne sais pas combien coûte la tonne de denrées, mais enfin, en tout cas, je sais que ça coûte extrêmement cher. J'achète des denrées qui ne sont pas subventionnées par l'État. Alors moi, j'ai deux choix. Soit j'augmente les prix, soit j'augmente la fabrication d'OGM ou de pesticides pour aussi avoir quelques bénéfices. Je dois aussi me nourrir et nourrir ma famille. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de cercle vicieux avec cette mentalité-là? Non, mais ça veut dire le ministre de l'Agriculture ou ok, ça veut dire on peut trouver les fertilisations, par exemple, ok, dans tout, ça veut dire dans tous les gouvernements, oui, ça veut dire dans tout l'État, on peut trouver facilement, d'accord. Mais le problème, comme j'ai dit, ça veut dire avec quelques cultures et stratégies, ça veut dire l'État il aide l'agriculteur de A à Z, ok. Par contre, si on cultive par exemple les tomates ou le poivron, des trucs comme ça, on peut trouver, acheter facilement, soit insecticides, soit fertilisation, des trucs comme ça, par le ministère de l'Agriculture ou par quelques magasins, quelques trucs comme ça, mais c'est pas comme par exemple quelqu'un il cultive par exemple les céréales. C'est un peu différent. Et qu'en est-il de la protection des agriculteurs contre les gros agroalimentaires, les grosses entreprises de l'agroalimentaire qui souvent cherchent à avoir le monopole et à imposer leur prix sur le marché? Comment l'État protège ces agriculteurs de ces gens-là? Ah ben, écoutez, normalement, il y a quand même prix mondial. Ça, c'est le prix mondial pour des cultures aussi importantes, comme les céréales, des trucs comme ça. Par contre, pour les tomates, les poivrons, tout ce qui est la production nationale ou des légumes ou des trucs comme ça, ça veut dire que ça, il y a un grand marché comme le marché Labour ou des trucs comme ça. Ça veut dire là, il y a quand même il n'y a pas des prix fixes, mais il y a, comment ça s'appelle, ça veut dire... la fluctuation du dollar quand on importe des produits à le prix de dollar, c'est ça que vous voulez dire? Oui, par exemple, si quelqu'un utilise les trucs classiques comme les fertilisations classiques ou les insecticides ou quelques, par exemple, fertilisation, des trucs comme ça, donc tout ça, quelquefois, ça coûte, ça veut dire le prix c'est un peu différence variable, ça dépend le prix des dollars, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de production, pas mal comment ça s'appelle, de matériel important pour l'agriculture. Ça dépend du prix des dollars, tout ça c'est important. Et en plus, les prix d'essence, c'est aussi important. Ça veut dire que ça, c'est un cycle. Les prix d'essence, donc le transport, et après, tout ce qui joue dans cette cycle-là. L'importation sur les produits les produits alimentaires, les fruits, légumes, etc. Qu'est-ce qui importe le plus qu'est-ce qui est importé le plus en Égypte et à combien de pourcents? C'est les céréales, ça c'est important. Ça c'est aussi comment ça s'appelle, l'huile. C'est un peu autonome, mais c'est la vérité, l'huile aussi. Je pense quelques, comment ça s'appelle, donc
Oui, mais tout ce que les, par exemple, le fruits exotiques, ça c'est ok, mais ça c'est pas une chose très importante. D'accord. Mais je pense plutôt, et cette année, je pense, elle va importer, je pense, elle va importer quelques quand même stocks de riz. Parce que avec les stratégies du ministère de l'Agriculture actuellement, il faut quand même économiser un peu l'utilisation d'eau. Pour essayer quand même d'élargir la surface agricole. Donc je pense qu'elle va éliminer un peu les cultures de riz. C'est pour ça peut-être qu'elle va importer de riz, je sais pas, d'Inde ou je sais pas quoi. Docteur Ashraf, avant de passer donc techniques agricoles, politique agricole et donc agriculture biologique, une question, est-ce que le secteur agricole est un secteur d'emploi en Égypte ou c'est plutôt un secteur en déficit? Ah non, moi je pense que c'est un facteur important, très important. Et je pense que l'Égypte est un pays depuis des siècles, des pays agricoles. D'accord. Donc moi je pense que l'agricole en Égypte c'est quelque chose d'important. Il faut les gens, même les gens qui travaillent dans les champs d'agriculture, d'agricole, ils comprennent. Ça veut dire les seules manières pour augmenter le développement en Égypte, c'est l'agricole. L'agriculture, bien entendu. Alors, l'agriculture. Très bien. On va passer donc aux techniques agricoles. Docteur Ashraf, normalement, quelles sont les réglementations en Égypte pour cueillir? D'accord. Donc, normalement, donc, il y a par exemple, moi je sais, il y a une loi, on ne peut pas utiliser d'insecticides dans les cultures comme les cannes à sucre, par exemple. Les cannes à sucre, c'est une surface importante dans le sud d'Égypte. D'accord. Et on ne peut pas utiliser insecticides. C'est pour ça on a utilisé depuis des siècles comment ça s'appelle les luttes biologiques contre plein de chenilles dans le canne à sucre et ça marche très très bien. D'accord. Deuxième chose, donc par exemple, on a une loi quand même ici en Égypte, même pour les gens qui utilisent des insecticides contre plein de ravageurs sur les tomates, sur l'orange, sur plein de choses comme ça. Il y a quand même une période, il faut arrêter avant récolter comment ça s'appelle, les fruits. D'accord, à peu près. Mais est-ce que les gens ne respectent ça ou ne respectent pas? C'est ça le problème. Ça veut dire là, on a une loi disant avant de récolter au moins minimum une semaine ou 4 jours, d'accord, il ne faut pas utiliser insecticides. Pourquoi? Parce que l'insecticide, après, il va comment ça va être disparu petit à petit. C'est sûr, pas à 100%, mais au moins, ça veut dire l'effet, c'est pas tout à fait comme utiliser insecticide aujourd'hui et récolter le fruit et vendre tout de suite dans le marché. Malheureusement, quelquefois, les tomates, par exemple, parce que l'Égypte, là, c'est un grand producteur des tomates et grand consommateur aussi des tomates, l'Égyptien. D'accord. Les tomates, quelquefois, elles utilisent les 2 traitements par jour. D'accord. Contre l'alorode, les mouches blanches, des trucs comme ça. Ok. Et tout de suite, ça veut dire qu'elle va utiliser insecticide ce matin, traiter ce matin de plantes. Et le soir, elles récoltent et elles vendent dans le marché. Et ça, c'est pas honnête.
Ça, D'accord. quelquefois, les gens sont malades à cause de tout ça. Ouais, Donc, mais tous est-ce les qu'il maladies. n'y a pas un organisme de contrôle pour surveiller tout ça? Ah ben, normalement, malheureusement, moi je vois, il n'y a pas vraiment de règlement où contrôler tout ça. Donc tout Ouais. ça c'est recommandations, tout ça c'est... Mais est-ce qu'on le voit dans le marché? Non, je crois pas. Je crois pas. Ben, c'est À ça le part- problème. Moi, je pense, depuis que je suis arrivé en Égypte, en étudiant un petit peu le sujet, moi, je pense que c'est la manière dont les gens voient les choses. Alors, je ne sais pas à qui la faute. Est-ce que c'est parce que les agriculteurs égyptiens n'arrivent pas à subvenir leurs besoins? Alors, ils utilisent des pesticides, ils utilisent des engrais chimiques pour la production, ou c'est une mentalité qu'il faut absolument changer? Donc, à qui la faute finalement? Non, ça veut dire un peu de ça et l'autre aussi, mais il manque beaucoup de, comment ça s'appelle, de culture dans leur tête. Culture dans leur tête, disant, ben, il ne faut pas utiliser l'insecticide, il faut utiliser d'autres choses, parce que ça c'est très dangereux, des trucs comme ça. Ouais. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, peut-être ça manque aussi de notre part, ok? Ça veut dire une formation importante sur le lutte biologique. Ça, c'est de notre part. Mais moi, par exemple, mon labo, dans le fac d'agriculture, travaille depuis 20 ans. Et on a travaillé avec plein comment ça s'appelle, des fermes, plein de compagnies, des trucs comme ça. Et heureusement, actuellement, pas mal d'Égyptiens connaissent, ça veut dire quoi, les luttes biologiques, des trucs comme ça. Mais les gens, quelquefois, oui, il y a une chose importante aussi. Quand on utilise les luttes biologiques, quelquefois, ok, dans une ferme, c'est mieux, ça veut dire, c'est dans une ferme, pas fermée, mais une ferme, ça veut dire, d'accord, il y a une grande surface. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on utilise les biologiques, soit prédateurs, parasites, tout comme ça, ils bougent. Ils bougent, ça dépend où il y a les densités des ravageurs. D'accord? Donc, Oui. Alors, c'est pour ça, dans une grande ferme, si on lâche des prédateurs ou des parasites pour utiliser les luttes biologiques, ok, ça donne de bons résultats parce que c'est une ferme, par exemple, 50 hectares, par exemple. Ok. Donc ça, on peut faire des travaux magnifiques. Quelquefois, dans l'ancienne terre, ça veut dire, par exemple, vers, je sais pas, les deltas, des trucs comme ça, le problème, ça veut dire, on peut trouver, par exemple, pas un hectare, même une demi-hectare, ok, de monsieur Mohamed. À côté, tout de suite, une demi-hectare de monsieur Mahmoud. 3 mètres après, c'est très compliqué. Ça veut dire Et donc, qu'est-ce que ça fait finalement quand il y a ces juxtapositions je veux dire, l'utilisation de X n'est pas la même que Y, mais ça peut avoir un impact sur les deux cultures, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, voilà. Ça veut dire les deux cultures, c'est peut-être différent. Donc, les deux méthodes d'utilisation des luttes biologiques, c'est un peu différent. En plus, peut-être monsieur X, ok, il comprend bien les luttes biologiques, il aime bien utiliser les luttes biologiques. Très bien. Par contre, monsieur Y, s'il utilise l'insecticide, il va détruire tout ce qu'on a fait. Docteur Ashraf, pour conclure cette émission, disons la capacité de l'Égypte, qu'elle soit environnementale ou productive, à faire des produits bio. Je sais qu'en Égypte, il y a des fermes biologiques qui exportent pour l'étranger, donc des fruits, notamment les fruits exotiques que l'on ne peut pas cueillir en Europe à cause du climat. Mais est-ce qu'une agriculture plus raisonnable et raisonnée est capable d'être faite en Égypte et sera-t-elle suffisante pour nourrir toutes les bouches égyptiennes? Ouais, d'abord, moi je pense que le futur d'Égypte, comme je dis, l'Égypte agricole, d'accord? Égypte agricole avec des cultures biologiques,
ok, pour les exportations et pour même nourrir les peuples, d'accord, pour limiter plein comment ça s'appelle, des maladies, plein de problèmes à cause d'insecticides, ok. Moi, je pense avec le climat égyptien et actuellement on a élargi pas mal de cultures dans le serre. Si on utilise le biologique, ce sera vraiment très très bien. Et je pense, je vais assurer, ce sera un résultat très très raisonnable. Mais donc l'Égypte est capable de s'autosuffire en produisant chez elle et même d'exporter. Sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on attend justement pour mettre en place un système qui prouve ce que vous dites? Deux choses importantes, comme je dis, ça veut dire information pour les gens, l'agriculteur, première chose. Deuxième chose, l'État, absolument, quelques lois pour éliminer l'insecticide ou interdire l'insecticide, ok, et trouver, par exemple, on peut faire le même exemple comme mon labo là, dans tous les soins, on a un autre labo, on peut faire ça dans tous les Alexandrie, tout, ok, et en plus, plein d'informations pour l'agriculteur et on aide l'agriculteur par l'État pour vraiment élargir les champs de lutte biologique contre les ravageurs. Très bien, Dr Achraf Arnouti. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en agriculture biologique. Nous avons vu avec vous donc un état des lieux de l'agriculture en Égypte, sa politique et sa capacité à la production biologique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Demain. Au revoir. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي